beaucoup de lutteurs quand même québécois. Je pense que Max, t'as fait un top lutteur de ce que tu connais, en fait, de ce que tu es capable d'aller chercher avec, avec ta grande tête de fou et la connaissance que t'as. T'as une chronique top lutteur québécois, c'est ça? Écoute, ben, je savais pas par quel bout le prendre, tu sais, parce que j'étais comme, je vais dessus de tous les temps, mais il y a beaucoup de gens que j'ai pas connus, parce que bon, ça s'entend, l'histoire est très riche de la lutte au Québec, les années où il n'y avait pas de télé, puis même quand la télé était en noir et blanc, tout ça, puis je me sentais plus ou moins à l'aise de commencer à apporter mon regard sur des gens qui ont marqué cette époque-là, que j'ai pas vécu, que j'ai pas vu, puis que je peux juste me faire raconter. Fait qu'au final, j'ai quand même fait beaucoup de recherches. Je vais quand même mentionner quelques personnes, puis Pat va pouvoir m'aider là-dessus là, pour jaser de ces gens-là. Mais je me suis arrêté pour le top à ceux que j'ai connus et vus de mon vivant, que j'ai pu observer de mes propres yeux. C'est fair. Et que ça veut pas dire qu'il y en a pas qui sont avant mon époque, mais que on avait plus de vidéos d'archives parce qu'ils étaient à la WWE ou à des compagnies plus hautes, fait que j'ai pu regarder un peu plus de trucs d'eux. Donc je me suis contenté de ça, mais je vais quand même faire quelques mention honorable. Évidemment, on se concentre sur le in-ring, on se concentre sur un peu pas c'est qui ces gens-là dans la vraie vie, tout ça. Fait que, puis je me concentre également seulement les Québécois, mais qui ont également grandi au Québec. Ce qui fait que je n'ai pas considéré pour l'occasion Chris Benoit, que même s'il est né à Montréal, n'a pas grandi ici, grandi en Alberta. Tu sais qu'il a grandi au Québec. Ah ouais, mais moi, dans mes recherches, ça me disait qu'il est parti en Alberta quand même très jeune puis qu'il avait grandi. Il est resté à Ville-la-Salle de sa naissance à l'âge de 12 ans. Ah, ben, moi, j'appelle ça grandir au Québec. 12 ans, c'était assez bon. Ben, d'abord, il pourrait le faire dans ce cas-là. Mais c'est correct que tu l'exclus pour d'autres raisons, là, ça ne me dérange pas. Mais oui, les gens ont souvent cette impression-là qu'il est parti, il a commencé à parler puis il était déjà en Alberta. Non, il est de 0 à 12 ans. C'est ici qu'il a commencé à aimer la lutte. Puis Sylvain Grenier m'avait déjà dit dans un match, parce qu'il a eu à lutter avec Benoît souvent, il a d'ailleurs gagné les titres par équipe à Montréal contre Edge puis Chris Benoit. Puis Chris Benoit, des fois, dans le ring, il calait des affaires en français ou il parlait en français. OK, bon, ben d'abord, je l'intégrerai dans la livre. Parce que moi, j'étais comme, peut-être Alberta, il était trop jeune puis il n'a pas vraiment grandi. Puis l'autre, tu vas me dire, l'autre que je peux pas dire, c'est Ivan Koloff. Parce qu'on m'a dit, né à Montréal, mais grandi en Ontario. Il est zéro né à Montréal. Ça, c'est une autre affaire de Wikipédia. J'ai pas le temps de corriger Wikipédia au complet. Là. J'aimerais bien ça. Là, puis je l'ai déjà fait. Déjà que le géant ferré, ça a été compliqué. Il a fallu que je m'y prenne à 3 fois. Parce qu'il enlevait toujours ma modification. Je vous donne le certificat de décès là, en preuve. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bref, c'est un autre débat. Mais oui, Ivan Koloff, c'est un franco-ontarien. Exact. Parfait. Fait que lui, j'ai bien fait de l'enlever. Fait que je l'avais pas considéré. Ivan Koloff, je sais pas si tu sais pas, mais c'est lui qui a battu Bruno Sammartino. Son long règne, c'est lui qui a mis fin. Souvent en tout cas, sur Internet, ça dit qu'il est québécois, mais finalement, il l'est pas vraiment. Donc, j'ai exclu ces deux gens-là. Et j'ai quand même mis quelques mentions honorables. Dans mes recherches, je connaissais pas, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de vidéos de lui. Chief Don Eagle, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que, tabarouette, les matchs que j'ai vus, c'est très technique et je l'ai trouvé très, très bon pour cette époque-là. Ce qu'il faisait, il faisait entre autres là, une prise de soumission où il mettait un peu à travers en indien son adversaire, se flippait par en arrière, un peu en pont, mais restait sur sa tête en chandelle et gardait la soumission comme ça. Ça s'appelait le Indian Deadlock. Ça, là, c'est un mouvement que pourrait faire aujourd'hui qui serait encore impressionnant. Et quand je voyais, puis comment il bougeait dans le ring pour se déplacer vers la corde, on était dans une ère un peu plus technique là, où la lutte était encore connue comme vraie, puis on gardait le kayfabe très fort, donc ça ressemblait plus à un vrai combat, comment les matchs se faisaient. Mais je trouvais qu'il se déplaçait très bien, puis qu'il faisait bien tout dans le ring. Don Eagle a été un des premiers personnages à vraiment connecter avec la foule dans les débuts de la lutte à la télévision. Donc, fin des années 40, quand la lutte a commencé à la télévision aux États-Unis, Don Eagle arrivait là, avec sa ben là, je ne veux pas utiliser les mauvais termes, là, mais avec sa coiffe. Sa coiffe qui était très colorée, même si c'était de la... Ben, live, ça paraissait bien, mais à la télé, tu voyais qu'il y avait beaucoup de teinte quand même pour du noir et blanc, tu sais. Puis il arrivait avec
il arrivait, même pour vrai, c'était un personnage qui était très coloré dans ce sens-là. Puis ça a été un des premiers personnages qui a vraiment, vraiment bien marché dans la lutte à la télé aux États-Unis. Vraiment quelqu'un de Kanawake, c'est pour ça qu'il est québécois. Don Eagle, dans le fond, il avait été entraîné par War Eagle, qui était peut-être le premier ou un des premiers lutteurs autochtones, lui aussi de Kanawake. Puis Don Eagle est devenu cette légende-là, peut-être le meilleur lutteur autochtone de l'histoire. Et lui, il a entraîné Billy Two Rivers, qui est devenu par la suite aussi, qui est peut-être le... Tu sais, quand on parle de lutteurs autochtones, c'est Don Eagle puis Billy Two Rivers. Billy Two Rivers, un autre gars de Kanawake que j'ai eu la chance de connaître, puis qui a lutté outre-mer, qui a eu de très belles années en Angleterre, entre autres, qui a lutté pour le Grand Prix plus tard ici, dans les années 70, dans une équipe qu'on appelait les Indiens, parce que bon, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Là, je ne suis pas pour réécrire l'histoire, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc c'était lui puis Johnny War Eagle, qui était lui pas du tout un Québécois, pas du tout un autochtone, mais qui jouait le personnage puis qui était très respectueux des coutumes autochtones quand même, qui était bien accepté dans le milieu à l'époque. Puis, mais Don Eagle, ça a été un nom légendaire. Il était gentil, de ce que je vois des vidéos, il se battait en face pas mal tout le temps. Il était très apprécié du public, fait qu'on pourrait avoir un œil de penser qu'à cause qu'il est différent, la foule peut-être le rejet, mais au contraire, il était super apprécié. Non, puis il était athlétique, il était tellement bon, pas vrai. Il était vraiment athlétique, il était très, très, très apprécié de la foule. Bon, évidemment, plus tard, il y aura des rumeurs comme quoi il aurait peut-être tué sa femme, mais bon, ça, c'est... on rentre dans la vie, on se concentre sur l'art. C'est un autre débat. C'est un autre débat. T'as-tu d'autres mondes sur ta liste qui n'ont pas tué personne? Écoute, je sais pas. On va voir. Ça part de me le dire. Mais dans les autres, gars, j'ai exclu également Raymond Rougeau. Parce que j'ai un peu moins connu Raymond. Même si les Fabulous Rougeau, pour moi, c'est une des chansons team song les plus mémorables que j'ai jamais eues. Très, très niaiseuse là, de From Montreal to Memphis, parlez-vous français? All American Boys, ouais. C'était tellement Puis c'était une bonne gimmick aussi avec les petits drapeaux américains pour un peu ridiculiser tout ça. Puis ils voulaient donc être aimés des Américains, mais eux, ils les haïssaient. Fait que j'ai exclu, Si vous allez au Musée de la Civilisation à Québec, l'exposition de lutte qu'il y a là, il y a d'ailleurs Raymond et Jacques. Puis quand on s'approche, c'est le All American Boys qui joue en boucle. Wow! Donc, ça, c'est bien le fun. Une tonne qui a marqué sa génération. Mais Raymond, pour vrai... quand on ajoute les Kevin Owens, les Sami Zayn maintenant, je te dirais Raymond, c'est un top 10, top 15 dans l'histoire de la lutte au Québec. Maintenant, bon, c'est correct, puis c'est correct. Là, c'est le mien. C'est le tien, il y a zéro stress. Là, il y a zéro stress. C'est pour ça que je voulais pas rentrer dans tout, parce que je veux comparer ce que je connais un peu plus, mais je le mets quand même en mention honorable. Dans les autres mentions honorables, je mets également Stu Grayson, Angelo Parker, Daddy Magic et Evil Uno. Qui ont été pas mal tous dans la All Elite Wrestling, qui malheureusement pas pu se faire une place dans ce top-là de moi, mais que j'ai quand même apprécié, que j'ai suivi à l'IWS, entre autres, C4 également, Evil Uno. Est tellement underrated. Je l'ai vu lutter live souvent, puis il est tellement bon. C'était mon input sur Stu Grayson. Ouais, puis à date, il n'y a pas tué de femme non plus, fait que ça, c'est le fun aussi. Je pense dans ceux que tu vas nommer, je pense qu'on a fait le tour. Parfait. J'en connais d'autres. Ouais, mais... Dans ceux que tu vas nommer, on a fait le tour. Parfait. On va y aller en 10e position que j'ai Sylvain Grenier. Entre autres, pour j'ai pas tant accroché, moi, par sa gimmick qu'il avait à la WWE. C'est un peu comédie, c'est un peu beau gars. C'est lookait, là, Sylvain Grenier. Mais j'ai surtout connu comme commentateur à la télévision. J'ai trouvé très efficace dans ce rôle-là. Fait que moi, de l'histoire des Québécois qui ont le plus marqué, je vais quand même le mettre en 10e position parce que j'ai quand même apprécié. Toi, tu l'as sûrement beaucoup plus connu que moi, Sylvain? Ouais, Sylvain est devenu un ami avec les années. J'ai travaillé pour lui avec la TOW. Puis, on faisait partie... tu sais, il était évidemment proche de Pat Patterson. Bertrand Hébert, qui a écrit la biographie de Pat, est devenu proche de Pat. T'sais, moi, c'est comme ça que j'ai connu Pat les premières fois également, tu sais. Non, c'est un chic type, Sylvain, avec qui je m'entendais. Je m'entends encore bien. Sylvain, puis j'y ai déjà dit, puis il l'admet maintenant, la plus grande erreur de Sylvain, ça va avoir été de pas assez se publiciser au Québec
lorsqu'il était temps plein sur le main roster à la WWE. C'est ce que PCO avait fait à l'époque. Et c'est pour ça que quand Sylvain est revenu au Québec sur les Indies, les gens connaissaient encore plus PCO que Sylvain Grenier, parce que Sylvain n'avait pas assez passé de temps à se publiciser ça au Québec. Puis quand Kevin Owens est monté sur le main roster, puis Kevin et Sami, les deux, je leur ai dit, faites pas l'erreur que Sylvain a fait. Gardez toujours des liens avec les médias au Québec, puis arrangez-vous pour qu'on parle de vous, puis je vais vous aider à ce niveau-là, puis Ils ont tenu promesse, puis moi aussi. Puis c'est pour ça qu'on les a souvent vus, puis on les voit encore dans les médias, Kevin et Sami. Sylvain, c'est la seule chose. Je pense que les gens, les fans de lutte l'ont quasiment... je ne veux pas dire les fans de lutte, mais les gens l'ont quasiment plus connu à la télé comme commentateur à TNA que comme lutteur. Parce que là, il était là régulièrement, à chaque semaine, dans un environnement francophone, avec Marc Blondin. Mais c'est la seule chose, je pense que Sylvain, il aurait bénéficié de se faire, de faire parler de lui plus souvent, parce qu'à un moment donné, ça finit toujours par se terminer la WWE, puis tu reviens au Québec, puis c'est là que tu peux capitaliser sur ton succès. C'est quand même un gars qui a gagné les titres par équipe 4 fois. Puis, regardez ce que PCO fait en ce moment pour vendre des billets avec le TNA, puis il utilise les contacts qui s'est fait dans les médias depuis 30 ans. Puis c'est ça qui permet d'avoir ce succès-là en ce moment. Et au final, c'est ça, le vent qui va être dans tes voix, ça va être le vent de où tu arrives, d'où tu viens. Puis c'est ça qui peut aussi convaincre les grandes fédérations de te pousser un peu plus haut. Quand t'es comme, hey, check le vent qu'il y a dans le dos, ce lutteur-là. Puis on l'a bien vu avec Sami et Kevin. Oui, ils ont fait leur place, mais ils ont réussi à garder des bons contacts dans le coin de la Californie puis des bons contacts au Québec qui les ont poussés beaucoup plus loin que d'autres personnes. Fait que, bref. En 9e position, peut-être les gens ne seront pas d'accord, mais là, je vais quand même le justifier. Moi, j'ai une petite sœur qui aime également la lutte. Et Maryse était une de ses préférées. Maryse, qui a peut-être pas été dans la meilleure époque. Maryse. Tu peux juste Maryse, parfait. Là. Maryse Ouellette. Maryse. Ou Maryse Mizonin maintenant. Mais Maryse qui a été la porte-étendard quand même de la période diva de la WWE. Fait à noter son plus long match ever en solo est de 8 minutes 35. Donc pas très long quand même avec Mickie James. Mais je pense c'était à une époque la WWE cherchait pas nécessairement à mettre de l'avant la lutte féminine, mais se servait de leur lutteuse pour un peu mettre des tentacules plus longs. Et c'est là que ma sœur, moi, a beaucoup accroché. Parce que les téléréalités, tout le travail qu'elle faisait à l'extérieur de la WWE pour promouvoir ou attirer d'autres types de personnes, ça a fonctionné parce que ça a permis à des gens de voir le produit ou de voir la lutte, mais à travers d'autres regards que nécessairement on n'a pas vu. Puis au final, elle a quand même eu une belle carrière, malgré que c'était pas tant que ça la lutte qui était mise de l'avant. Je la trouvais efficace dans ce qu'elle faisait, puis elle représentait également cette génération-là de lutte féminine, que certains peuvent critiquer, mais elle a existé, puis elle a quand même été porte-étendard de cette période-là. Fait que... Maryse, c'est une autre, ça, qui s'est pas assez publicisée ici au Québec. Par contre, contrairement à Sylvain, je veux dire, elle n'en a plus besoin maintenant parce que de par sa relation avec Mike, puis tout ce qu'ils ont fait avec Miss and Mrs. ça, c'est devenu, oui, c'est ça, un peu un empire. Moi, ça m'avait fait rire, Maryse, quand elle était partie la première fois de la WWE, elle m'avait dit que la seule façon qu'elle verrait retourner là-bas, c'est s'il donnait le main event de WrestleMania. En voulant dire, c'est sûr, je ne retournerai jamais. Bon, évidemment, à ce moment-là, par contre, il n'y avait pas les Total Divas, il n'y avait pas tout ça. Donc, ça a été un peu la porte qui lui a permis de revenir parce que là, ça lui permettait de faire plus. Parce que, tu vois, Maryse, comme elle me disait, elle dit, moi, j'aimais bien mieux faire un match comme gérante, comme valet, où j'étais pour passer 15 minutes de temps à la télé, que faire un 4 contre 4 en luttant, puis faire 1 minute et demie de télé. Là. Le but était de faire le plus longtemps à la télé et non pas de lutter, parce que, je veux dire, tu veux être connu ou tu veux lutter? Puis là, rendu là, c'était ça la décision. Fait qu'elle était bien plus encline à avoir plus de TV time, puis lutter moins. Mais c'est sûr que c'était pas une situation qui était le fun pour celles qui voulaient vraiment lutter puis qui voulaient en faire davantage. Donc, mais oui, Maryse... elle était efficace comme valet également de mise. Là. Il y a eu beaucoup de bons segments. C'était une excellente valet.
Tu comprends les codes, t'es capable d'aller chercher le I, t'es capable de prendre la vision sur elle quand c'est le temps de le prendre. Ouais. Elle comprend tout ça, c'est super. Puis ce qu'elle a fait dans les dernières années avec le Miz, tu sais, WrestleMania contre John Cena puis Nikki Bella, des trucs comme ça, tu sais, c'était le rôle pour elle. Tu sais, ça, c'était peut-être le meilleur travail, je trouve, qu'elle a fait de sa carrière à la WWE, là, pas les autres projets, mais à la WWE, donc voilà. En 8e position, quelqu'un qui n'a pas... C'est tous des gens qui ont quand même été connus sur la scène un peu plus internationale, puis des grandes fédérations. Il n'a pas encore percé une des grandes fédérations, mais je le mets quand même parce que je l'aime beaucoup. Monsieur Mike Bailey, qui a son style bien à lui, qui est très efficace et que peut-être si l'univers n'aurait pas fait qu'il n'y a pas de visa pendant 5 ans, aurait pu se frayer un chemin dans une des grandes fédérations. À voir, hein, la carrière n'est pas terminée, il va peut-être réussir éventuellement à se rendre, mais quand même fait un beau parcours à la TNA. Moi, à chaque fois que je l'ai vu live, à chaque fois que j'ai pu voir ses matchs, j'ai toujours trouvé qu'il était hyper efficace puis qu'il ressemblait à personne sur le ring. Fait que Speedball, excellent. La porte n'a jamais été aussi ouverte que là pour qu'il aille mettre un petit orteil dans NXT, qui sait? Mais il était backstage à AEW cette semaine. Okay. On dit qu'il était parti voir des amis, mais oui, c'est sûr, il y a des gens qui connaissent là-bas, mais son contrat se finit à la fin de l'année à Mike. Là. Okay. Donc, c'est sûr qu'il commence à regarder ses options. Je ne sais pas si vous saviez, mais il avait signé un contrat avec la NXT. Oui, mais à cause du visa, ça a dû être résilié, non, ça? Non, c'est pas à cause du visa du tout. C'est que dans le fond, on lui a offert un contrat. Okay. Et puis, juste avant que les signatures soient apposées, il y a eu des coupures à la WWE, dont la personne qui lui avait offert ce contrat-là, qui était Kenyon Senan, qui était le gars qui était le recruteur en chef de la WWE. Puis, il y avait juste avant, en fait, Kenyon, lui a perdu sa job, mais après avoir dit à Mike que finalement, ça ne marcherait pas parce qu'il y avait une nouvelle directive comme quoi il ne cherchait plus le type de lutteur que représentait Mike Bailey. Il cherchait à ce moment-là. Ça avait fait les nouvelles, ça avait fait les manchettes. Il cherchait des gars plus grands, plus gros. Puis, finalement, on a cancellé l'embauche de Mike Bailey suite à ce changement de direction-là. Puis pas longtemps après, en plus, le gars qui l'avait signé a perdu sa job. Alors, c'est là que Mike a signé avec... il a repris contact avec les différentes... Tout le monde était intéressé à Mike. Il a repris contact avec les différentes promotions. Puis c'est là qu'il a décidé de signer avec Impact TNA là, à ce moment-là. Donc, c'est sûr que là, on est quelques années après. Le stock de Mike Bailey a monté encore plus. Puis, moi, je serais pas surpris de le voir à la AEW. Là. Je veux dire, je pense qu'il fit très bien dans le style qu'il nous présente. Là. Oui, absolument. Pas d'histoire et des bons matchs. C'est là qu'il pourrait avoir plus d'argent, parce que TNA, c'est quand même limité l'argent qui peut se faire là. Puis je pense que là, il est rendu à l'âge puis au moment de sa carrière où il faut que ça commence à payer un peu plus. Sauf erreur, l'année passée, c'est il était dans le top 5 des lutteurs avec le plus de matchs dans l'année. Là. Plus de matchs, puis pour avoir lutté pour le plus de promotions différentes. Bon. Fait tu sais, il faut qu'il lutte énormément pour faire un salaire qui est raisonnable. Donc, je pense que s'il pouvait lutter à une promotion comme NXT ou AEW, ça lui permettrait d'être plus doux sur son corps, de lutter un peu moins souvent, puis de faire quand même un meilleur salaire. Ouais. Moi, je l'ai connu, Mike Bailey, juste honnête. Écoute, il commençait, là, moi j'ai vu ses débuts là, à la MWF à l'époque. Il luttait, puis à la FLQ, il luttait sous le nom de Mike Seidel. Puis il a changé son nom. À cause de l'eau. Il a changé son nom parce que t'as les frères, Seidel, t'as Matt et Mike. Justement, le frère de Matt, c'est Mike. C'est pour ça que quand il a commencé à lutter un peu à l'étranger, il a changé son nom pour Mike Bailey. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. deux fois le même nom, des fois. Kevin Blanchard au Québec, son premier nom, c'était Kevin Dunn. C'est ça. Même chose également. À moins que ça soit ton papa qui a le même nom que toi, d'habitude, c'est pas très payant. Et parlant du même nom que son papa en 7e position, évidemment, pour ce qu'il représente, et parce que je pense quand on parle de lutte dans le mainstream au Québec, le nom de Jacques Rougeau va venir très rapidement. Surtout pour le meme, moi, qui m'a marqué. Je pense les grandes gueules, parce qu'on est des humoristes, nous, à la base, de Pat. Les grandes gueules ont beaucoup utilisé Jacques Rougeau comme un personnage important au début des années 2000, et ça l'a
monté, si on veut. Il était connu à un certain niveau, mais je pense qu'il a été connu de la masse par cette manière-là, avec ce personnage-là. Puis encore aujourd'hui, je trouve que Jacques est facilement un mime ambulant un peu. Écoute, c'est pas parfait ce qu'il fait, mais c'est ça qui fait que c'est parfait. Après, bon, pour le reste, il n'y a rien. Moi, je pense que sa meilleure gimmick de lutte a été avec les Fabulous Rougeau. J'ai pas tant apprécié les Monty, j'ai pas tant apprécié non plus les spectacles. J'en ai vu quelques-uns, des spectacles un peu plus familiales quand j'étais jeune. C'est pas mon style, c'est pas ce que je préfère. Comme non plus, je préfère pas le hardcore intense, mais il y a quand même un milieu entre les deux. Mais il y a quand même le meilleur podcast au Québec. Je sais pas, mais bon. Il y a un podcast marquant, ça c'est certain. Ça existe plus, il le fait plus son podcast. Il le fait plus en tout cas. Je sais pas. Il voit encore des fois des extraits à chaque fois. Je sais pas si c'est des nouveaux extraits, mais je suis tant comme c'est drôle. C'est un podcast de pandémie. Ah bon, parfait. Mais c'est ça. Genre que pas nécessairement pour lui-même, mais bien pour ce qu'il représente dans la lutte au Québec. On va le mettre à cette position-là. Mais Jacques le lutteur, j'ai aucun problème à parler de lui en bien. Là. Pour moi, Jacques le lutteur est un des top 10 meilleurs lutteurs de tous les temps au Québec, puis un des lutteurs les plus populaires de l'histoire du Québec. Là. Ça, pour moi, j'ai aucun problème à dire ça parce que c'est vrai. Il était très précis dans le ring, très sécuritaire aussi, je trouvais, là, en tout cas, je sentais pas qu'il mettait le monde en danger avec qui luttait, puis... Non, ça, il faisait ça quand il luttait pas. Ouais, c'est ça. Je vais te laisser continuer. Là. Prochaine, en 6e position, quelqu'un que j'ai pas vu, de mes yeux vus, dans ma vie, mais qu'elle a été introduite au Hall of Fame de 2019 et ça m'a permis d'aller regarder des archives de tout ça. Et je ne comprends pas à quel point cette madame-là, ça avait été, dans notre époque, elle aurait tout pété, mais madame Luna Vachon, quel look, quel personnage, quel style, écoute, une des meilleures lutteuses féminines, je pense, de l'histoire de la lutte. Je la trouvais forte, je la trouvais un gros personnage. Et bon, elle était encore dans une époque où on permettait aux filles de quand même donner de la bonne lutte, mais pas comme on le fait aujourd'hui. Et c'est une des personnes que j'aimerais, mettons, changer d'époque, là, si on pouvait le faire, là, et de la mettre dans la situation actuelle, qu'est-ce qu'elle serait capable de faire, parce que elle venait d'une grande famille de lutteurs. Et était un peu elle incorporait très bien toute l'expérience, tout le travail. Et, bref, je l'adore vraiment, moi, Luna Vachon, c'est une de mes lutteuses préférées et la première pour moi féminine au Québec. Ouais, c'est juste de valeur qu'elle soit pas québécoise. Elle n'est pas québécoise? Non, parce qu'elle a grandi aux États-Unis. En fait, Luna Vachon, c'est la fille adoptive de Paul. Okay. Donc, Luna Vachon, elle est de son vrai nom Gertrude. Elle a un nom très québécois. Exact, pourtant, elle n'est pas québécoise. Gertrude? Gertrude. Son nom, c'était Trudy, parce qu'elle détestait le nom Gertrude, mais Trudy, ça passait. Dans le fond, elle est née à Atlanta. Les premières années de sa vie, elle l'a passé là-bas. C'est là que Paul a rencontré sa mère, à Luna, Van. Et puis, c'est le seul père qu'elle a connu, parce que le père n'a jamais été dans la vie de Luna. Mais elle avait 5 ou 6 ans quand Paul est rentré dans sa vie. Oui, elle a habité au Québec pendant quelques années, quand Paul est revenu ici avec Luc Grandprix, par exemple. Donc, dans les années 70, entre autres, là, c'est là qu'elle a habité un peu au Québec ici. Mais Paul a fini par se séparer de Van. Et puis, eux autres sont retournés habiter aux États-Unis. Fait que la majeure partie de sa vie, Luna l'a passé dans son pays natal, qui est les États-Unis. Là, le Québec a été une petite partie de sa vie seulement. Par contre, Paul a toujours été là. Paul, moi, j'ai interviewé Luna peut-être un an et demi avant qu'elle décède. Et puis, elle avait mis très au clair le fait que le seul père qu'elle a jamais eu, c'est Paul. Puis qu'elle se considérait une Vachon à part entière. Puis toute la famille la considère comme une Vachon. Mais techniquement parlant, c'est pas du tout une Québécoise. Merci de me fact-checker comme ça. Pas trop, elle n'a jamais eu même, je pense, la nationalité canadienne. Là. Voilà. D'abord en 6e position, parce que là, il y a quelqu'un que je rajoute tantôt, fait que là, ça tombe bien. On va pouvoir la rajouter. L'autre personne qui finalement a grandi jusqu'à 12 ans au Québec. Fait qu'en 6e, finalement, au lieu de Luna, on va voir si lui, il est là, Mad Dog Vachon. Oui, ben là, Mad Dog Vachon. Mad Dog Vachon. Mais juste te dire un instant, Max, Viviane Vachon, qui est la sœur de Vachon, elle a été une pionnière dans la lutte au Québec. Puis souvent, quand on regarde c'est qui les meilleures lutteuses au Québec, Viviane Vachon, pendant longtemps,
était celle qu'on disait qu'elle était la meilleure lutteuse de l'histoire du Québec. Je pense que maintenant, on peut mettre Lufisto dans ce rôle-là, à cause de la longévité de la carrière, surtout versus celle de Viviane. Mais Viviane, elle... Puis c'est drôle parce que techniquement, elle est née aux États-Unis, mais elle a grandi au Québec. C'est parce que dans le fond, elle est où elle a grandi en Estrie. Il n'y avait pas un hôpital à ce moment-là, puis elle est née juste de l'autre côté de la frontière. Elle est née dans un hôpital américain. Pourquoi j'ai jamais entendu son nom à Viviane? Elle est décédée dans un accident d'auto avec sa jeune fille en 1991. Fait que ça fait déjà longtemps. Mais puis elle a lutté, je te dirais, dans les années 70, fin 60 jusqu'à milieu 70. Elle a pris une pause et puis elle est revenue ensuite dans les années 80. Elle a fait entre autres la tournée de retraite à Maurice en 86. Et puis, mais dans les années 70, elle était vue comme une des meilleures lutteuses. Une de celles en plus qui ne faisait pas partie du staple de Fabulous Moolah. Donc, elle a eu même un film, Queen of the Ring, c'était sur elle, c'était sur Viviane Vachon, une des bonnes heels de son époque d'ailleurs, mais ça commence déjà à faire longtemps, puis elle est décédée en 91, donc, tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Effectivement, puis moi aussi, tu sais, j'ai souvent vu son nom dans les différents trucs que je lisais, mais d'aucune manière elle m'a autant marqué, moi, que les autres personnes sur le truc, mais effectivement, c'est bien de remettre les points sur les i, les barres sur les t sur Viviane. Même Mad Dog, cependant, moi, ce qui m'a toujours fasciné de lui, c'est la voix qu'il avait, les entrevues, les promos qu'il faisait. Pas très grand, hein, Mad Dog, 5 pieds 9 seulement, a été introduit dans le film. À 5 pieds 9... généreux. Paul Vachon t'aurait dit que t'étais généreux, ouais. Bon. Fait que, mais tu sais, vraiment, le Mad Dog, c'est ça, très bulldog dans sa manière de lutter, puis qui faisait peur. Moi, je trouvais qu'il lookait également. Mon père me disait souvent que lui, c'était un de ses lutteurs qu'il aimait beaucoup parce que un gros heel, tu sais, un heel que t'avais peur pour vrai, puis quand il était introduit en 2010, bon, évidemment, tu regardes un peu les archives, c'est un Québécois, tout ça, j'ai justement regardé ce qu'il avait fait, puis j'ai vraiment été impressionné par tout ce qu'il faisait. Dans le ring, à sa stature aussi, il était il était très agile aussi, là, pour comment il était. Fait que un lutteur technique quand même, très fort, puis qui était capable d'aller chercher du hit fort auprès de la foule, qu'on a plus vu d'images en fin de carrière, mais en début de carrière, il était quand même imposant, moi je trouvais, il lookait. Mais en fait, Maurice n'a jamais lutté pour sa grandeur. Maurice luttait plus grand. C'est jamais qu'on disait que Maurice était petit parce qu'il avait pas l'air d'un gars qui était petit. Comme tu dis, il avait l'air plus imposant. Sa grandeur, c'était toujours l'expression. C'est pas la grandeur du chien dans la bataille, c'est la grandeur de la bataille dans le chien. C'était souvent une de ses expressions. Mais tu sais, Maurice, la lutte technique, oui, il en avait. Il y avait une base, tu sais, Maurice a fini 7e ou 8e aux Olympiques de 48 en lutte libre. Il a gagné la médaille d'or en 1950 aux Jeux du Commonwealth à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Donc, il y avait un background très de lutte amateur. Par contre, c'est pas la lutte amateur qui était pour lui faire gagner son argent. C'est pour ça qu'il a développé un personnage et qui est devenu très brawler dans sa façon de lutter par la suite. Champion de la AWA à 5 ou 6 reprises. Puis deux anecdotes rapides sur Maurice. Dans le fond, en 1973, Lutte Grand Prix veut compétitionner avec la promotion des Rougeaux qui était les As de la lutte. Les As de la lutte avaient fait un show au stade du Parc Jarry, puis ils avaient attiré 26 000 personnes. Et là, eux autres voulaient faire plus. Et ça devait être Mad Dog Vachon contre Joe Leduc. Les Vachons contre les Leduc, c'est l'une des plus grosses rivalités de l'histoire de la lutte au Québec. Et puis, Joe Leduc et Paul avaient retourné chez les Rougeaux. Donc, cette finale-là qu'ils voulaient faire, Maurice contre Joe, ben, ne pouvait plus se faire. Et là, ils ne savaient pas contre qui envoyer Maurice. Puis, Paul, à un moment donné, c'était le promoteur, puis il était très impliqué dans le booking aussi. Puis, il avait dit à Maurice, c'est qui le plus grand heel de l'histoire de la lutte au Québec? Et Maurice avait dit, ben, c'est Keller Kowalski. Il dit, ben, c'est contre lui que tu vas lutter. Ben, il dit, voyons. Il dit, c'est deux. Je suis heel, moi aussi, on peut pas faire heel contre heel. Il dit, non, tu comprends pas. Il dit, lui, il s'appelle Kowalski. Toi, tu t'appelles Vachon. Tu vas être leur heel à eux. Ils vont prendre pour toi parce que t'es québécois puis t'es francophone. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Et la vente de billets au début allait moyen. Puis à un moment donné, Maurice, il a emmené ça en deuxième vitesse, même troisième vitesse avec une promo qui pourrait plus se faire aujourd'hui. Mais il y avait une entrevue. Puis il s'était mis une corde autour du cou. Puis il avait dit, si je bats pas Kowalski au Parc Jarry, je vais me tuer.
Ils ont vendu 29 000 billets. Il y avait 29 000, ils n'ont peut-être pas vendu 29 000 billets, mais il y avait 29 000 personnes au show. Et la une de certains journaux le lendemain, c'était Maurice Vachon bat Keller Kowalski et renonce au suicide. On pourrait plus faire ça aujourd'hui. C'est évident. Mais... Et l'autre anecdote que j'ai de Maurice, c'est qu'il a connu une carrière à l'extérieur du ring dans les années 80. C'était devenu une vedette, Maurice, du petit écran. Là. On le voyait animé à la radio, on le voyait dans les... Je veux dire, c'était un critique culinaire avec Michel Jasmin à la télé. Et entre autres, il avait fait une des premiers épisodes de Samedi de rire avec Yvon Deschamps, puis dont du Maurice de l'époque. Et il y a, puis c'est disponible sur YouTube, il faut juste le chercher, là. Mais il y a un segment où Mad Dog Vachon chante Une colombe de Céline Dion. Et Céline Dion imite Mad Dog Vachon avec la voix et tout. Céline a, je sais pas, 18-19 ans à l'époque. C'est une pièce d'anthologie. Wow. Mais puis moi, c'est surtout dans le Hall of Fame que j'ai découvert, mais l'humilité que ce monsieur-là dégageait également m'a fait beaucoup l'apprécier. Dans le sens où je le trouvais très, très genre... il a fait ses affaires, mais... En tout cas, je sais pas si j'ai juste un mauvais regard, mais je le trouvais très humble dans sa manière de se comporter puis d'être. Puis, très généreux. Très généreux. Maurice, moi, je l'ai côtoyé, là, j'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, j'ai déjà battu Maurice Vachon au crib. Mais j'ai déjà battu Maurice Vachon. Moi et la femme à Paul Vachon contre... Non, moi et la femme de Maurice contre les frères Vachon. J'ai battu les frères Vachon. Yeah. Mais Maurice votait pour mon temple de la renommée dans les premières années. Puis à un moment donné, la dernière année qu'il a voté, il m'avait envoyé le bulletin de vote par la poste parce qu'il habitait à Omaha, au Nebraska. Puis il l'avait envoyé en retard. Puis sur l'enveloppe, il a marqué « En retard pour cette année, mais en avance pour l'an prochain. Continue ton bon travail, Pat. Je suis fier de toi. Wow. » Je peux vous dire que je l'ai gardé, cette enveloppe-là. Mais oui. Mais en tout cas, c'est ça qui me laissait transparaître de lui. Puis content de voir que la réalité rejoint la fiction. C'est niaiseux, moi, Mad Dog, j'ai longtemps pensé qu'il était acadien. Je suis acadien, fait que je sais pas pourquoi puis de où ça sort. C'était juste de mon idée de quand j'étais plus jeune, mais dans sa façon de parler, dans son articulation, de la façon qui ben, finalement, vraiment pas, mais je sais pas pourquoi. J'ai longtemps pensé qu'il était acadien, mais je m'attachais à lui, mais non. Pat Patterson et Roddy Piper ont déjà dit que sans Mad Dog Vachon, il n'y aurait pas eu de carrière. Wow! Parce qu'il était reconnu pour aider les jeunes talents à percer et tout ça. Donc, c'est quand même pas rien quand t'as Piper puis Patterson qui disent ça. Vraiment. En quatrième, on a dit ça? Non, cinquième position. En cinquième, si on a enlevé quelqu'un, cinquième position, j'ai PCO. PCO qui, moi, je l'ai connu au départ, un petit peu avec les Québécois, avec les deux, mais surtout comme commentateur par la suite. Et surtout... Pourquoi il est aussi haut sur mon classement, c'est à cause de son retour en force dans les dernières années. Écoute, quelqu'un qui a une passion tellement dévorante. Moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Quand les gens ont des passions, je veux qu'ils me parlent de leur passion, je veux qu'eux réalisent leurs rêves parce que je trouve que ça rend le monde plus beau quand tout le monde réalise qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis PCO, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression qu'il vit, qu'il respire lutte. Il fait qu'il revienne après autant d'années. Tu le voyais déjà aussi même à la télé quand il était commentateur, à quel point il aimait ça, faire ce qu'il faisait. Puis je suis content que le booking, ou en tout cas, que les étoiles se sont alignés pour qu'il puisse revenir faire de la lutte de cette manière-là. Puis il y a une vraiment très belle run. Une des meilleures runs, je dirais, de quelqu'un qui revient après aussi longtemps d'arrêt, puis qui à un aussi haut niveau, là, exact, là, c'est très impressionnant. Fait que je le mets en quatrième position. Qu'est-ce que tu nous as à dire sur le beau PCO? PCO, écoute, j'ai tellement d'affaires à dire sur PCO, on n'a pas assez de temps, mais oui, tout ce que tu as dit est vrai. Carl, tu sais, Carl, ça a toujours été un grand rêveur. Puis ça, j'y ai souvent dit, là. Et bon, il y a certains de ses rêves, je pense, qu'il ne réalisera jamais et qu'il n'avait pas réalisé à l'époque. Le stade olympique, il se voyait champion à la WWF, toute l'altercation avec HBK puis Kevin Nash puis tout ça. Ouais. Mais
par contre, j'aurais pas plus gagé qu'il serait devenu champion de Ring of Honor, puis il m'a fait mentir là-dessus. Puis c'est probablement un des plus beaux retours de l'histoire de la lutte, pas juste au Québec, mais de l'histoire de la lutte. C'est fou il est très demandant pour son corps, mais il est encore capable de le faire. Et pour vrai, c'est une super belle histoire. Puis tu sais, PCO, là, il avait une belle job à la télé, il était commentateur avec Blondin. C'était bien payé, puis il a tout lâché ça pour aller en Angleterre, question de lutter à temps plein, question de vouloir revenir dans la lutte. Fait que, tu sais, c'est pas rien là, ce qu'il a fait. C'est d'ailleurs, à ce moment-là, Sylvain Grenier a pris son poste. C'est comme ça que Sylvain est arrivé à RDS. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui n'a pas eu peur d'investir sur lui à certains moments de sa vie. Puis, regarde, c'est payant là, en ce moment. Mais de suivre sa boussole en dedans, son cœur, il connaît de lui-même, il va vous dire qu'il connaît ses plus belles années dans le monde de la lutte. Puis, juste ce qu'il fait avec TNA en ce moment pour Slammiversary, le 20 juillet à l'Auditorium de Verdun, c'est extraordinaire. Le travail qu'il fait de presse, de faire des entrevues, d'aller partout, d'en jaser, d'en parler, puis de bien le faire aussi. Il est articulé, il est bon, il est punché. C'est incroyable. Cet homme-là m'a fait pleurer. Je le suivais quand il a fait son double marathon. Il est parti de la Rive-Sud, puis il s'est rendu jusqu'au stade. Il y a peut-être... c'était avant la pandémie, si je me trompe pas. Et il se filmait, puis quand il est arrivé dans le stationnement du stade, après avoir fait l'équivalent de 2 fucking marathons, il s'est mis à pleurer, puis je regardais ça, puis je me suis mis à pleurer moi aussi. On dirait, je le connais pas personnellement, mais il y a tellement quelque chose d'attachant puis de le fun à voir. Il est incroyable, cet homme-là, vraiment. Moi, j'étais juste content qu'il se soit pas fait frapper ça à 35, ça à 30, là. Je veux dire, il courait en plein milieu de la nuit, en pleine autoroute. Je dis, Carl, tabarnouche, mais tu sais, c'est ça, c'est le genre d'idée que Carl a. Puis quand il y a cette idée-là, ben il y a personne qui va l'arrêter, il va de l'avant. Puis, oui, c'est un des meilleurs lutteurs de l'histoire de la lutte au Québec, il n'y a pas de doute. Pas de doute là-dessus. Il a aidé un jeune Kevin Steen également. Autant quand Kevin était chez Rougeau que quand il a commencé à sortir. D'ailleurs, la prise de finition de Kevin sur les Indies, c'était le package Paul Driver. Puis il l'avait pris de Carl, cette prise-là. Donc. Avec 2 pieds de bras, PCO. On dirait qu'il y a une partie de moi qui était tout le temps comme... À quel point il était bon quand il était comme commentateur à RDS. Si je pourrais mettre ce talent-là dans le cadre un peu plus jeune, quand il avait sa chance à la WWE, on dirait que... je sais pas si c'est le stress ou la nervosité de commencer, mais j'ai tellement trouvé qu'il a pris une coche au micro quand il est arrivé à RDS que j'ai jamais senti lors de son run à la WWE, mais... Utilisez pas ça comme teaser pour le podcast, mais les fans de la IWS disaient souvent 2 pieds de bras, 3 pouces de graines. 2 pieds de bras. Et voilà, ça c'était le chant vers PCO. Bon je pense qu'il était heel à l'époque, j'imagine. Sûrement, avec ce chant-là. En 4e position, mais là je vais remettre Chris Benoit à cet endroit-là. Quelqu'un qui techniquement était incroyable. Bon, on sait comment ça l'a terminé, c'est très triste, très plate et tout ça. Mais en termes de in-ring, il nous a livré des matchs extraordinaires. Bon, évidemment, je le mets un peu plus bas à cause de toute la fin, tout ça. Puis je pense qu'il y a des gens au-dessus qui méritent plus qui ont les mettre de l'avant dans le top 3 final. Mais au final, Chris Benoit, c'est beaucoup de bons matchs excellents, techniques. La période des années 2000, début 2000 à SmackDown avec cette espèce de fantasy booking au niveau in-ring, technique, avec Kurt Angle, avec Eddie Guerrero, avec Ray. C'était tellement incroyable les matchs qui nous sortaient. C'est tous ces gars-là. Puis qui tenaient sur leurs épaules ce nouveau brand-là au complet. Puis que, bref, beaucoup... il fallait tout que ces stéroïdes-là servent à quelque chose. Fallait bien qu'ils servent de quoi sur les épaules, là, Fait que, mais c'est ça. Beaucoup de bons in-ring. Malheureusement, bon, le défaut de ces stéroïdes-là ou de tout dans la vie fait que ça s'est terminé de manière extrêmement tragique, mais c'est la vie, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert de tout ça, mais au niveau in-ring, si on se concentre juste là-dessus, il était très bon. Je fais partie, je pense, des... peut-être vous aussi, jusqu'à un certain niveau de ce que j'entends, ce que vous dites, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de séparer le lutteur de la personne. Moi, je suis capable... Nous, c'est notre mandat au sommelier de juste regarder l'art. Exact. Moi, je suis capable de parler des exploits de Chris Benoit dans un ring et de parler de lui pour ce qu'il a fait ou
d'une autre façon. Ouais. Pour moi, ça n'empêche pas ce qu'il a fait dans un ring. Ouais. Dans un ring, Chris Benoit est probablement le Québécois le plus talentueux qui a... je vais mettre Kevin Owens en avant de lui. Parce que pour moi, Kevin a une compréhension de la business qui est très différente. Puis, mais côté talent pur, je pense que Chris Benoit est peut-être le plus talentueux que le Québec a eu. Et puis, tu sais, il y a eu des matchs 5 étoiles à profusion. T'sais, moi, j'étais là à WrestleMania 20 au Madison Square Garden quand il bat Shawn puis Hunter en finale. Eddie Guerrero vient le rejoindre. Puis les deux qu'on pensait jamais qu'ils seraient champions du monde, ben étaient les deux champions de la compagnie. T'sais, quelques années avant, la WCW faisait rien avec ces gars-là. Donc, il y a une histoire autour de ça. Puis lutteur pour lutteur, Chris Benoit, c'est une carrière exceptionnelle. Puis comme tu l'as mentionné, ben écoute, il y a l'autre volet de lui comme être humain, comme personne, qui... tu sais, tu parlais des stéroïdes, mais il ne faut pas oublier également les commotions cérébrales. À cause de son style de lutte. Tu sais, il y a quand même un médecin qui a dit que Chris Benoit avait... le cerveau, quand il est décédé, il avait le cerveau d'un vieil homme qui était sur qui faisait de l'Alzheimer. C'est quand même pas rien comme diagnostic. Ça explique peut-être pas à 100% ce qui est arrivé, mais pour moi, ça en explique. Ça a un facteur, assurément. Puis je pense... Je me rappelle de Vern Gagné. Vern Gagné a tué un homme également dans les dernières années de sa vie. Il était sur l'Alzheimer. Il se rappelle d'absolument rien. Il sait pas. Puis il sait pas ce qui est, il sait pas ce qui est arrivé, donc on n'était pas là pour Chris Benoit, puis mais en même temps, à partir du moment qu'il y a un diagnostic comme ça, c'est sûr que ça a eu un rôle à jouer. Puis là, mon but n'est pas de le défendre, mais plutôt d'expliquer le contexte et la situation dans laquelle Chris Benoit était. Ça l'excuse pas le geste, mais ça peut aider à comprendre ce qui est arrivé, écoute, c'était quoi? C'était en 2006? 2005, ça fait quasiment 20 ans. Là. C'était au mois de juin. Là. C'était au mois de juin. Là, donc, c'est malheureux ce qui arrive là, puis on veut pas que ça arrive, mais ça aide à faire évoluer, à avancer quand même toutes les avancées ou la protection qu'on peut faire ou la façon de contrer 2007, 24 juin 2007. Ça va faire 17 ans lorsque votre podcast va sortir. Ouais. Ben écoute, c'est bref, c'est ça. Un lutteur qu'on aurait aimé qui reste lutteur qui ne ternisse pas tout ça. En troisième position, quelqu'un que j'ai pas connu en tant que lutteur, mais que, tu sais, moi je suis fan des Canadiens de Montréal de base pour l'histoire, pour la magie, pour tout le... Même si j'ai jamais vraiment vu, tu sais, j'étais très jeune quand la coupe a été gagnée. Puis Pat Patterson, c'est un peu ça. C'est l'aura, le tout ce qu'il représente dans le monde de la lutte, toutes tout ce qui a amené également à la business, les idées surtout créatives qui a amené, qui a pu élever beaucoup de monde également à plein de niveaux. Donc, Pat Patterson, pour tout ce qu'il représente, plusieurs le mettraient numéro 1 pour ça, mais être aussi longtemps et donner autant de bonnes idées à autant de monde et marquer autant une art, l'art qui est la lutte, ben j'ai pas le choix de le mettre haut. Je vais quand même apprécier plus des gens que j'ai vu lutter, que j'ai pas vu Pat lutter. C'est ton top 10 à toi. C'est mon top à moi, mais Pat quand même en troisième position, même si je l'ai pas vu lutter, c'est quand même un exploit parce que je l'ai jamais vu, jamais rencontré, mais tout ce qu'il a fait en coulisses et tous les gens qui ont aidé, en entrevue, on l'entend souvent, Pat. Comme lutteur, Pat Patterson, pour moi, n'est pas top 5, loin top 10, fin du top 10. Par contre, c'est le Québécois qui a eu la plus grande influence sur le monde de la lutte. Exact. Ça, il n'y a pas de doute, il est numéro 1 dans cette liste-là parce qu'il a été le bras droit de Vince McMahon pendant des années et des années et des années. Il y avait, il y a beaucoup de scénarios, principalement dans les années 80, mais encore dans les années 90, qui viennent de Pat, que ce soit la rivalité Hogan-Savage, que ce soit Hogan-Warrior, que ce soit Hogan le géant ferré. À partir du moment que tu as Stone Cold puis The Rock qui disent ben nous on va avoir Pat comme agent pour notre finale de WrestleMania, c'est tout le respect que ce gars-là avait de la part des boys, puis ben oui, je veux dire j'ai eu la chance de le connaître personnellement.
un homme que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'étais en ville. Il passait les étés à Montréal, mais les hivers en Floride. Puis j'étais dans le centre-ville. Il y avait un appartement dans le centre-ville. J'ai envoyé un texto. On allait prendre une bière à son spot préféré sur Crescent. Puis on avait juste du fun à jaser. Tu sais, moi, une des plus belles journées, ou une journée, je vais me rappeler longtemps, on était monté à Québec. Moi, Bertrand Hébert, Pat Patterson. Et en chemin, on était arrêté voir Frenchy Martin, qui était dans ses derniers milles, qui était dans une maison, une maison de soins palliatifs. Il avait refusé d'avoir des médicaments puis d'avoir de la chimio puis tout pour le cancer. Il voulait finir avec toute sa tête. Puis Rick Martel était venu nous rejoindre parce que Rick, c'était un grand ami à Frenchy. Puis Pat a toujours apprécié Frenchy. Il avait un sens de l'humour Frenchy incroyable. Puis Pat a toujours aimé ça. Fait que moi, on a pris j'ai des photos là, dans mon cellulaire. Là, c'est Pat, Frenchy, Rick Martel. Puis, tu sais, moi, je connaissais les histoires de tout le monde. Fait que, tu sais, à un moment donné... Ben non, puis à un moment donné, ils se parlaient, tu sais. Puis là, j'étais là, hey, Frenchy, raconte donc là, ton histoire au Japon avec Baba. Puis là, ils partaient, là, tu sais. Puis là, Rick puis Pat, ils riaient, tu sais. Puis après ça, on allait à Québec, à la NSPW. Bertrand vendait ses livres, la biographie de Pat. Puis Pat, il y avait un gros troc, là, vraiment, tu sais, un genre de troc à 100 000 $. Là. Puis Pat, le soir, il conduisait plus. Parce qu'il y avait eu un accident, ou pas loin d'avoir un accident, je pense, une fois en Floride. Puis il se faisait plus assez confiance, puis il conduisait plus le soir. Puis il avait dit à Bertrand, mais ça me dérange pas d'y aller, on peut prendre mon truck, je vais conduire pour y aller, mais au retour, tu sais. Puis Bertrand conduit pas dans la vie. Donc, Bertrand avait dit, ben, la Pratt peut conduire, c'est un excellent chauffeur, t'auras pas de problème. Fait que j'ai conduit le truck tout le long du retour. Pat avait adoré ma conduite. Puis, tu sais, mais c'est une journée que je pourrais jamais oublier, là. Incroyable. Tu sais, c'est la dernière fois c'est la dernière fois qu'on a vu Frenchy. Tu sais, je passe du temps avec une légende de la lutte au Québec comme Pat. On a parlé d'un paquet d'affaires. Après le show, je me souviens en plus, après le show de Québec, on avait été dans un bar, dans une cage pour voir le UFC. C'était le premier UFC de CM Punk. Okay. Et t'avais René Dupré qui était sur le show, qui était venu avec nous. Puis je sais pas ce qui s'est passé entre René et Punk, mais quand Punk a perdu, René Dupré a célébré ça comme si le Canadien venait de gagner la Coupe Stanley pour un Montréalais. C'était très, très drôle à voir, puis après ça, on a pris la route, puis on est parti. Fait qu'à tous les niveaux, c'est une journée que j'oublierai jamais. Mais toi, comme t'es, oui, journaliste, oui, historien, mais comme cette journée-là, tu l'as dit comme un petit gars, là. Tu peux pas tout absorber ou tout vouloir. C'est plus après. C'est plus après, parce que avec les années, c'est plus la première fois là, que j'ai des rencontres avec des gars comme ça. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà, je suis pas très starstruck à la base. Ouais. Dans ma tête, j'ai juste d'affaires là. Ouais. La fois où j'ai vraiment réalisé ça, c'était à Waterloo, en Iowa, où je me suis ramassé après un Hall of Fame que j'assistais là-bas à la même table que JBL, Jim Ross puis Jerry Briscoe. Ben oui. Puis j'ai réalisé qu'il y avait moi puis Arda O'Carl. Je sais pas si vous venez de lui. Arda, c'était Carl Edwards à la WWE. Il faisait des entrevues, des segments d'entrevues. Puis il travaillait à The Score avant. Puis là, il travaille pour le NHL Network. Puis en fait, il travaille pour ESPN, en fait, à cette heure. Puis Arda puis moi, on s'est ramassés à cette table-là. Puis tout le monde payait ses tournées. On jasait. C'était très convivial. J'ai développé des amitiés avec JR et Briscoe depuis ce temps-là. Briscoe et JBL m'ont reçu sur leur podcast récemment. On s'est rappelé cette soirée-là. Puis j'ai comme fait, OK, ben, je suis capable de parler de lutte sans avoir l'air d'un fan, sans avoir l'air d'un mark, comme on va dire. Puis c'est juste de jaser comme si c'était des gars qui avaient voyagé, tu sais, puis que j'avais juste ma place. Fait à partir de là, ces rencontres-là ont toujours été... Oui, je trouve ça cool maintenant quand je regarde ça, mais sur le moment, je suis pas dans ma tête en train de me dire « Wow, j'étais avec Pat ». Non, je jase, puis je donne mes opinions. Tu sais, moi, la première fois, je book la TOW, puis on est sur la terrasse en arrière de chez Marc Blondin, puis on pitch des idées pour le show, puis Pat Patterson débarque. Puis Pat commence à jaser booking avec nous. Puis il y en a bien du monde qui aurait juste fait « Pat a une idée. Hey, oui, M. Patterson. Ouais, hey. » Mais à un moment donné, Sylvain a eu une idée. Pat a dit « Ouais, c'est une bonne idée, blablabla. » Puis j'ai comme fait « Ouais, non, moi, j'aime pas ça. » Puis j'ai donné mes arguments. Puis Pat, il a dit « The kid is right. » Tu sais, the kid is right. Il dit, puis là, il a dit, je comprends d'où ce qui vient avec ça. Puis OK, on pourrait peut-être faire ça comme ça d'abord. Mais moi, j'ai pas peur de mes opinions dans la vie.
c'est pas parce que Pat Patterson était là, j'étais pour faire comme, oui, t'as raison. Non, en bout de ligne, c'est toujours la meilleure idée qui devrait l'emporter, mais je voulais au moins donner l'opinion que j'avais, puis je l'ai faite cette journée-là, puis la phrase de Kid is right, celle-là, je m'en suis rappelé, par exemple, tu sais. Fait que, mais oui, des belles expériences avec Pat, puis vraiment, vraiment très content de l'avoir. On approche la barre des 2 heures. C'est rare hein? qu'on fait long comme ça. Là. Il te reste 2 tops, puis je sais que on sait tous c'est qui ton top 2 max. Fait que si on est capable de faire ça en 10 minutes, on serait écœurant. C'est Kevin et Sami, donc exact. Je partirai pas là-dessus. Vous connaissez ma relation avec les deux gars. Je te laisse aller, Max. Mais toi avant que Max te dise qui est ton top 1, qui est ton top 2, Pat, ton top 1, ton top 2, Sami, Kevin, qui est un petit peu en avant de l'autre? Là, tu veux... C'est chiant, ouais, c'est ça, hein? Ok, c'est correct. Il connaît trop, là. Non. Je vais y aller, je vais garder ça en termes de lutte. Oui, termes de lutte, absolument. Parce que Kevin a eu... À cause du championnat universel, puis à cause des 2 finales de WrestleMania, je pense que Kevin a une petite coche sur Sami. Mais c'est sûr que, Sami a gagné le titre intercontinental à Mania dans un des meilleurs matchs de Mania. A une finale de WrestleMania également. Mais il est comme à un championnat mondial près, je pense, d'avoir sensiblement la même carrière de Kevin. Ils ont été champions en équipe. Tu sais, il n'y a pas une grosse différence. Non. Mais par contre, tu demandes à Kevin, c'est qui le meilleur lutteur des deux, il va te dire c'est Rami. Tu sais, fait que Rami a un talent exceptionnel. Incroyable. Et surtout depuis 2 ans, c'est le fun qu'on le voit vraiment se développer, justement, dans ce côté-là. Depuis... On a l'air de lui faire confiance dans le ring. Mais en fait, depuis que Roman Reigns il a fait confiance, j'ai l'impression que ça lui a donné beaucoup de confiance en lui. L'histoire du Bloodline, elle est spéciale. Puis, tu sais, tant mieux, ça implique Kevin aussi par la bande, plus tard dans l'histoire. Mais cette séquence-là où Sami essayait d'être dans le Bloodline, je veux dire, c'est une des meilleures histoires qu'on va jamais avoir. Corrige-moi si je me trompe. Est-ce que c'était juste prévu pour un course parce que c'était dans le Raw à Montréal que ça a commencé? Moi, mon impression externe, c'était le truc local de ce Raw-là. Puis que c'était pas dans le but de poursuivre ça long terme, mais que ça a tellement capté l'attention qu'ils ont décidé de le poursuivre. C'était pas un truc local, mais ça devait pas durer aussi longtemps. Absolument pas. Puis ils ont juste vu qu'il y avait une chimie. Ils ont juste vu qu'il y avait une chimie entre ces gars-là. Puis ils ont continué l'angle, puis c'est devenu... Je pense que autant ça a aidé Sami, je pense que ça l'a aidé énormément le Bloodline également. Oui, 100%. Ça a tellement réinjecté un angle intéressant dans le Bloodline que ça a permis que ça soit une autre année de plus où qu'on trouvait ça le fun. Oui. Fait que je te laisse aller sur Kevin et Sami. Ben moi, j'ai un peu en tout cas, moi, en deuxième position, je mets... on s'entend, on est en juin 2024. Je pense que les deux, leurs histoires continuent d'être écrites et ça peut changer dans le futur. Mais pour l'instant, je vais mettre Sami Zayn en deuxième position. Un peu pour les trucs que tu as dit, mais également, quand je regarde le in-ring, je trouve que Sami était excellent pour vendre, excellent pour seller. Mais je trouve Kevin plus complet dans l'arsenal de coups qu'il est capable de faire, dans la créativité qu'il est capable aussi d'avoir à l'intérieur de ses matchs. J'ai l'impression que peu importe où qui est dans un ring, proche de la deuxième corde, sur la troisième, dans le milieu du ring, à l'extérieur, il trouve toujours une manière créative, originale d'amener un mouvement. Alors que Sami, j'ai l'impression qu'il est un peu plus pris dans un moveset. Il est quand même très créatif, mais je trouve Kevin plus créatif. Puis moi, c'est ça qui vient plus me rejoindre. C'est pour ça que je mets Kevin un petit peu en avant. Il y a un peu... Je parle même pas des titres, je parle même pas des trucs, mais au micro également, je préfère Kevin à Sami, quoique dans les dernières années, Sami s'est vraiment beaucoup amélioré. Mais j'ai toujours trouvé Kevin efficace au micro, très drôle, très pince sans rire, un personnage qui comprend le méta de la lutte, le souligne par moment pour faire rire les téléspectateurs, qui est très conscient dans l'univers dans lequel on est avec Internet aussi. Fait que je le trouve un petit peu plus complet présentement que ce que Sami a fait. Mais en termes d'émotion, j'ai l'impression que Sami est meilleur pour aller capter l'émotion en dedans de qu'est-ce qui nous fait vivre. Et si un jour, moi je pense que le meilleur chemin pour un règne à Sami Zayn serait un Money in the Bank. Et si un jour il gagne, on va juste avoir hâte dans l'année qui suit de savoir ça va être quand, puis ça va être où. Puis j'ai l'impression que si ça allait arriver, ça va exploser parce qu'il y a une connexion spéciale, Sami, avec le public. Et il est capable de faire vivre plus d'émotions, je crois, que Kevin. Mais je préfère le in-ring de Kevin. Mon explication des deux, vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment. Mais tu sais, moi, ça, c'est la mienne.
J'ai-tu le temps, Pierre, pour une courte anecdote? Oui, en masse le temps. Je suis au centre Vidéotron quand il y a eu le House Show à Québec. Et puis, moi et Kevin Raphaël, on avait ouvert le show pour, mettre de l'énergie. Super cool, ça. C'est super le fun comme gig. C'est la première fois qu'on faisait ça. Et on faisait un autre spot à l'intermission. Et juste avant l'intermission, c'est Rami. Excusez, là, je l'appelle Rami. Là, c'est correct. C'est son nom. C'est Rami qui fait le match juste avant l'intermission. Puis là, ils nous disent, OK, les gars, vous pouvez y aller parce que le but, c'est une fois que Rami sort du ring, que nous autres, pas longtemps après, on embarque dans le ring pour, avec c'était qui était là? C'était Samantha Irving, c'était l'annonceuse, puis tu sais, juste, parler des objets promotionnels à vendre, puis envoyer les gens à l'intermission. Wow. Alors, je croise Rami dans le c'est pas la rampe, là, mais oui, un peu la rampe, là, dans le couloir qui nous amène vers le ring, en plein milieu. Là, lui, il revient, puis moi, je m'avance, puis il dit salut à Kevin, puis nous, on se fait un hug. Puis j'ai dit dans l'oreille, j'ai dit, peux-tu croire où est-ce qu'on est rendu? Mm-hmm. Parce que c'est Québec, c'est le centre Vidéotron, c'est la WWE, puis tu sais, on a un historique, lui et moi, avec Kevin, bien évidemment. Puis là, ben moi, je m'en vais faire mes premiers pas dans un ring de la WWE. Tu sais, ouais, non, on n'a pas pleuré, mais c'était juste... L'émotion est là. Il y avait une charge émotive là, tu sais, puis... Tu sais, ça aurait pu être n'importe qui aurait fait le match avant l'intermission. Ça a donné que c'était lui. Mm-hmm. Ça a donné que c'est lui que j'ai croisé. Tu sais, ça aurait été Cody Rhodes, mais il était pas là à l'époque, là. Ou il était-tu là, je me rappelle. Mais peu importe, là, ça aurait été Drew McIntyre, que, tu sais, j'aurais juste dit, hey, salut Drew, puis j'aurais continué. Mais là, il fallait que ça tombe sur Rami, puis, tu sais, c'était ça aussi, tu sais, ça fait partie des souvenirs que je vais avoir à vie. Puis, je pense que c'est une belle façon de parler, tu sais, tu disais numéro 1, numéro 2. Je pense que c'est une belle façon de dire, c'est 1A, 1B. Absolument. La différence, elle est si mince puis, que ça. Ils se croisent, tu sais, leur parcours, les deux, est tellement interconnecté que c'est difficile de dire lequel des deux. Puis peut-être dans 10 ans, on va avoir une autre réponse à cette question-là. Tu sais, je viens de sortir un livre pour un roman jeunesse, mais qui s'adresse à tout le monde, là, aux 9 à 99 ans, mais ça s'appelle Raconte-moi Kevin Owens, dans la série Raconte-moi, mais le sous-titre aurait pu être Raconte-moi sa misaine. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'histoires qui s'entrecoupent que si jamais je fais un Raconte-moi sa misaine à un moment donné, il y a une partie de la même histoire qui va être là. Copier-coller, là. Ben, ça va être le livre le plus facile que je vais avoir eu à écrire parce que, tu sais, il y a tellement une histoire, c'est même pas en parallèle, là, je veux dire, c'est un en arrière de l'autre, tout le temps, tout le temps. Donc... Puis un qui aide l'autre, puis un, c'est ça qui était beau de leur exploit. Puis moi, est-ce que tu me parlais l'espèce de moment sur la rampe, ça m'a beaucoup pensé à l'entrevue que c'était Ariel Helwani après WrestleMania qui avait fait avec les gars backstage, qui expliquait, hey, c'est quoi le feeling? Le Québec en ce moment capote, tout ça. Et les gars, on dirait, live, réalisent. Hey, c'est vrai. On est tellement pris dans la bulle que tu te rends pas compte. C'est quoi l'impact de tout le monde qui nous a aidés à travers les années. Puis à quel point le Québec, effectivement, il est fier parce qu'ils viennent de gagner un main event de WrestleMania. Puis ça, tu sais, t'es sens touché par un peu ça, de comme prendre conscience que, hey, on part de loin, puis on est rendu là, puis on vient de faire le main event, puis on a les ceintures en ce moment. C'est vraiment des... En tout cas, je trouve que c'est des gars qu'on n'aurait jamais pu penser il y a 15-20 ans qui se seraient rendus aussi haut dans la plus grosse compagnie. Parce qu'il n'y avait pas la shape pour... Exact. Puis en fait, c'est pas vrai. Il n'y avait pas la shape que la WWE regardait à cette époque. Puis la WWE n'allait pas piger tant que ça dans le circuit indépendant non plus à l'époque. Fait que c'est sûr que non, on ne s'attendait pas à ce que ça arrive à cause de ces raisons-là. Puis là, ben, cette année, 2000, en fait, pour Sami, c'était à la fin 2023, puis Kevin, c'est dans 2 mois. Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils sont là. C'est les 2 Québécois qui ont fait le plus de WrestleMania. C'est les 2 Québécois qui ont fait le plus d'années à la WWE. C'est incroyable. On y pense. Tu parlais d'Ariel Helwani, qui lui aussi est un Québécois. Helwani, tu sais. Puis la dernière chose que je vais te dire là-dessus, c'est, puis tu es un gars de hockey, Max, tu disais tantôt, ben pour moi, ces 2 talents-là, ces 2 talents générationnels qui ont grandi dans la business en même temps puis qui ont eu leurs exploits en même temps. Puis moi, je les ai toujours comparés à Crosby puis Ovechkin. Tu sais, 2 talents générationnels qui ont connu une carrière parallèle. Bon, Kevin et Sami encore plus proches que Ovechkin puis Crosby, mais c'est quand même... Tu sais, ils vont prendre leur retraite, Crosby et Ovechkin, puis les 2... pourrait être dans le top 5 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de l'histoire. Absolument. Alors que Kevin et Sami vont vraiment prendre leur retraite.
numéro 1, numéro 2, peu importe l'ordre, des meilleurs lutteurs québécois de l'histoire. Donc, c'est rare que tu as 2 personnes dans la même génération qui connaissent ce genre de succès-là, puis c'est incroyable. Ouais. Puis pourquoi je les mets avant Chris Benoit, en enlevant même tout le truc là, au niveau de l'art, c'est que j'ai trouvé Sami et Kevin ont resté dans ce qu'ils étaient. Ils se sont pas dénaturés, ils n'ont pas joué la game de la business. Ils ont resté qui ils étaient pour percer, quitte à ce que peut-être qu'on percera jamais en restant qui on est puis de notre vision de ce que c'est la lutte. Puis même si Chris avait tout le talent au monde, ben il est rentré dans la game des stories, il est rentré dans la game de le look qu'ils veulent, plutôt que alors que Sami puis Kevin ils ont resté propres à qu'est-ce qu'ils croyaient qu'était la lutte, puis ça les a amenés, puis juste le fait que moi je vais mettre des t-shirts tout le long. Aujourd'hui on s'en fout, il y en a plein qui le font, mais à l'époque c'était dérangeant pour plein de gens le fait que Kevin du bat avec des t-shirts. Fait que... Moi j'étais à Boston dans la première run qu'ils ont eu à Ring of Honor en 2005, en banlieue de Boston en fait. Puis dans l'après-midi, les gars pratiquent leur match. Ouais, les gars pratiquent leur match. Kevin travaille avec Vordell Walker. Et puis, à un moment donné, on entend une voix au micro. Là. C'est avant, il n'y a pas de fans. Là. Mais c'est la voix de CM Punk qui dit « Kevin Steen, remove your this is God. Remove your t-shirt. » Ça, c'était du grand punk. Ouais, Max, juste à dire, c'est un excellent top 10. Je vais juste mentionner 4 noms qui, pour moi, font partie d'un top 10 quand on regarde la lutte québécoise d'une façon historique. Yvon Robert. Yvon Robert était là, je l'ai juste jamais vu. Mais... Ben non, c'est ça, exactement. Yvon Robert, Dino Bravo, Rick Martel et Johnny Rougeau. Parfait. Tu mettrais-tu Carpentier dans ça? C'est pas un Québécois. Pas un Québécois, en fait, mais il a quand même été longtemps. Ben c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, tu mets les balises que tu veux. C'est un gars qui, lui, a eu sa citoyenneté canadienne, donc techniquement, tu pourrais dire qu'il est québécois, mais c'est quand même un Français d'origine qui est arrivé au Québec à l'âge de, 20 quelques années, Carpentier. Après la lutte olympique. Non, il n'a jamais été aux Olympiques. Non? Mais non, ça fait partie des fables d'Edouard Carpentier. Mais il a probablement habité plus longtemps au Québec qu'il a habité en France. Mais ça a toujours été un Français dans l'âme. Fait que, tu sais, rendu là, ça dépend toujours si tu te considères comme Québécois ou pas Québécois. Là. C'est un peu comme on parlait avec Benoît tantôt, il a grandi. Tu sais, Russell Martin, c'est un Québécois. Le gars, il est né en Ontario, il a grandi au Québec. Tu sais, je veux dire, rendu là, c'est de la sémantique. Mais si tu considères Carpentier québécois, ben oui, il fait partie du top 10. Et l'autre que j'ai pas aimé et que je jouais souvent, Joe Leduc. Tu le mettrais-tu aussi dans... Peut-être pas top 10, mais c'est parce que là, à un moment donné, il faut t'inclure Kevin puis Sami là-dedans. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, l'histoire va baisser un peu, mais Joe Leduc, c'est un top 15, top 20. Absolument. Là, sans... Gino Brito est là. Jacques Rougeau, le père, est là également. Ça. Raymond est là, même si... Bon, toi, c'est parce que tu l'as moins vu, mais Raymond fait partie de tout ça également. Là, si tu te parles d'un top 25, top 30, là, t'as un Frenchy Martin qui va rentrer là-dedans. T'as les lutteurs... j'utilise le mot parce qu'eux-mêmes sont à l'aise qu'on les utilise, mais c'est les lutteurs nains. Beaver, Sky Lolo, Beaver, qui ont été les 2 plus grands lutteurs nains de leur... de l'histoire Little Beaver, je dirais, c'est pas mal lui puis Hornswoggle, mais je le mettrais en premier quasiment. Little Beaver, c'est peut-être le nom le plus connu, le lutteur nain le plus populaire, mais je te dirais Sky Lolo et lui. Tu sais, quand on regarde les grandes rivalités de la lutte au Québec, t'as les Leduc contre les Vachons, t'as Kevin Steen ou Kevin Owens contre Sami Zayn, puis t'as Sky Lolo contre Little Beaver. C'est peut-être les 3 plus grandes rivalités de la lutte au Québec. Cool. Je vous apporte d'ailleurs, avant qu'on finisse ça, là, parce qu'on est là, qui a le plus eu d'influence, d'après vous, comme je fais chier parce que c'est un spécial Québec, là. Qui préférez-vous entre Marco Estrada ou Robert Maillet? Robert Maillet? Kurgan? Ouais. Qui est acadien. Mais non, absolument, mais... c'est quoi ta question? Le plus d'influence? Qui vous préférez entre les deux? Il n'y a pas vraiment de question. Je vais juste plugger des lutteurs acadiens parce qu'on parle juste du Québec depuis tantôt. Mais mon Dieu, Marco. Marco s'en met Ce que Marco fait 100%. en ce moment incroyable. pour la lutte au Québec, c'est incroyable. Moi, j'aime ça parce que, tu sais,
Veux pas, là, pendant longtemps, Jacques Rougeau était le seul qu'on interviewait dans les médias quand on parlait de la lutte. Il y a personne mainstream quand même, Marco. Passer cette barrière-là. Ça a changé quand Bertrand et moi, on a commencé à écrire nos livres. Puis bon, moi, j'ai souvent été sollicité dans les médias, mais pendant longtemps, j'ai été pas mal le seul. Puis Bertrand, tu sais, qu'on avait des livres et tout ça, ou quand il y avait, tu sais, un gros décès, Bertrand faisait aussi des entrevues. Mais là, je suis content de voir qu'un Marco... puis il y en a quelques-uns autres, mais Marco particulièrement, qu'on commence à voir partout, qui représente Benjamin très, aussi, très bien. Benjamin Toll aussi. C'est un de ceux que j'avais en tête également quand je disais d'autres. Benjamin Toll également. Et Marco, c'est sûr, la relation avec Robert Lepage, tu sais, le diamant, tout ça, mais je veux dire, Marco, c'est devenu un incontournable. Puis, mon Dieu, des années, tu sais, j'ai absolument rien contre Robert, que je connais pas personnellement. J'ai croisé quelques fois, il est vraiment gentil, mais... C'est ce qu'on m'a toujours dit. Exactement. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Mais oui, je vais prendre Marco. Tu sais, d'ailleurs, justement, c'est une belle question. Marco, c'est un Québécois. Techniquement, non. Il est né au Nouveau-Brunswick, puis il a grandi au Nouveau-Brunswick, puis il est établi au Québec depuis tellement longtemps. C'est ça. Tu sais, moi, je le considère québécois, mais je ne considère pas Carpentier québécois. Fait que, tu sais, je suis même pas cohérent dans mes propres règles. Écoutez, un gros merci, Pat, d'avoir été là. Et je vous invite, si vous aimez les podcasts de lutte, le podcast Les Antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël et Pat Laprade. Ça fait vraiment longtemps qu'ils roulent, beaucoup plus longtemps que nous. N'hésitez pas à aller les voir, les découvrir. Keybook, si vous êtes sur Patreon, le Keybook aussi, vous avez beaucoup d'actualités. Vous êtes en train de faire le spécial qui a-tu la WCW, c'est tout ça? Oui, We Kill WCW. On fait ça, on a différents forfaits, on fait des entrevues. Il y a 2 entrevues par mois. On a eu des gars sur la scène québécoise, comme notre prochain, c'est Michael Bisson, qui est le secrétaire en chef de la NSPW. Mais on a eu PCO, bien l'entrevue PCO on a eu PCO, on a eu Jimmy Corderas, l'ancien arbitre. On a eu bien des gens. On a eu Diana Perazzo également dans le passé aux Antipodes. Aigle Blanc. Bon, bref, on a beaucoup de contenu. C'est les revues de pay-per-view après chaque pay-per-view. Beaucoup de nouveaux contenus sur le Keybook en plus des Antipodes. Évidemment, la lutte à TVA Sport pour ceux qui ont juste une heure à consacrer à la WWE par semaine. Puis il y en a. C'est ça la réalité. C'est bien correct aussi. Absolument. Puis sinon, le podcast sort quand, le 24 juin? Oui, le 24 juin. 5 jours après, le 29 juin, Femme Fatale à Québec. On a notre show que justement, je suis promoteur avec Michael Bisson. Donc, venez voir ça. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Puis, le 14 juillet à 14h, donc un dimanche après-midi, sans restriction, chrono. Le premier show de l'histoire de Kevin Raphaël avec Sans restriction. Un tournoi inspiré de WWE Speed, donc des matchs de 4 minutes avec un roster élite. Le Zach Patterson, Lou O'Farrell, Marco Estrada, Benjamin Toll, Aigle Blanc. De France, cette sensation française qui va être là également la première fois qu'il va lutter au Québec. Aigle Blanc soit là. Un des talents les plus incroyables à regarder dans le ring. Donc, venez le voir avant que ça vous coûte trop cher pour aller le voir lutter dans une grosse compagnie majeure. Donc 2 shows que moi et Kevin, on organise là, dans les prochaines semaines. Génial. Allez suivre tout ça. Puis un gros merci, Pat, d'avoir été là. C'est ça. C'est le fun d'avoir... quelqu'un qui connaît très, 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 très bien l'histoire. Je dirais même qu'il l'écrit très bien aussi. Si vous êtes plus lecture, allez voir les livres également là, de Pat. Il y en a quelques-uns à son actif. Il va sûrement en sortir d'autres dans le futur. Gros merci. Puis on te reprend quand tu veux. Hein? Une fois de temps en temps, si ça te tente de venir, t'es sommelier invité. Puis ça te tente de dire ton avis sur tes matchs préférés. Là. Tu viens nous voir. Puis ça nous fait plaisir de décortiquer ça pour qu'on aime tant certains matchs. Puis qu'est-ce qui fait que ce celle-là, t'es donc bien bon. Ça pourrait être intéressant parce que des fois aux Antipodes ou même sur le Keybook, on n'a pas toujours le temps de passer, tu sais, je sais pas moi, 15 minutes sur un match comme tel. Fait que je retiens l'invitation. J'espère avoir une petite carte chouchou un peu comme tout le monde en parle. Absolument. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, on analyse la lutte puis on vous la décortique pour que vous ne soyez pas obligés d'écouter 40 heures de lutte par semaine. On le fait pour vous. On le fait pour vous, puis on vous dit lesquels faire.
Et sinon, pour les habitudes, pour le prochain épisode 60, on fait le preview, prédiction et questionnaire Forbidden Door 2024. Fait que si d'autres, on va se mouiller, dire qui qu'on pense qu'il va gagner. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. On met un lien vers un questionnaire. Et comme à chaque fois, il y a un gagnant, il y a une gagnante qui va être nommée, qui connaît le mieux sa lutte, qui est capable de prévoir le mieux le booking de Tony Khan cette fois-ci. Wow. D'autres fois, c'est la WWE. Là, quoi qu'il y a cette année, Forbidden Door n'a pas été le mieux construit au monde, mais les matchs risquent d'être bons. Fait qu'on vous donnera des bons matchs. C'est ça. Des fois, c'est quand t'as pas les bonnes réponses aux prédictions que c'est une preuve que tu connais mieux la lutte. Exactement. C'est pas toujours un prérequis, ça. Exactement. C'est juste pour le fun de faire des poules, parce que moi, je suis un maniaque de poules. Fait que ça va être jeudi, épisode 60, prédiction Forbidden Door. Et en attendant, un gros merci. C'était Max Perriard, ainsi que Pierre Castonguay et Pat Laprade. Voilà. Yes, sir. Pour les sommeliers de la lutte, un gros merci tout le monde. Bye bye. Passez une bonne Saint-Jean. Ciao.